Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre présence ce soir. Donc, ce soir, nous avons une conférence sur l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. Le CCAS développe depuis maintenant quelques années un programme de soutien aux aidants qui comprend ce cycle de conférences. Pour l'année 2014, nous sommes à la 4e conférence. Voilà, donc ce soir, comme régulièrement, nous avons des professionnels, des étudiants, des familles qui sont intéressés par ce thème. C'est vrai que c'est un thème qui n'est pas facile. Nous avons la chance d'avoir des intervenants, je dirais, de qualité sur ce sujet qui pourront vous éclairer. N'hésitez pas à répondre, enfin, à les solliciter dans un échange, notamment en deuxième partie de conférence. Donc ce soir, parmi nous, Madame Chantal Barbe, je ne sais pas si Madame Chantal Barbe, donc qui est pneumologue de formation, qui a travaillé pendant 10 ans à la création de l'unité de soins palliatifs qui a vu le jour en août 2011. Voilà. Et aussi Monsieur Gérard Sarda, si vous voilà, juste vous levez, merci, qui est donc le président de l'association pour la qualité de vie des patients. Donc je crois qu'à tous les deux, vous aurez les contours de ce sujet qui seront dessinés assez largement, même si c'est bien sûr un thème qui mériterait sûrement beaucoup plus de temps. En tout cas, c'est une approche, c'est l'occasion pour vous de pouvoir vous orienter dans tout ce réseau, dans ce travail, dans tout ce qui pourra vous être apporté ce soir. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à intervenir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouverai tout à l'heure juste pour conclure. Merci. Bonsoir, je voudrais vous remercier d'abord d'être si nombreux, d'être venus si nombreux. Je voudrais aussi remercier Madame Odite qui nous a aidés à organiser cette soirée, remercier le CCAS, remercier Madame Lagarde, enfin vous remercier tous pour cette soirée qu'on va passer ensemble. Et j'espère vous faire passer mon message essentiel, c'est que cet accompagnement de la fin de vie, ces soins palliatifs sont là véritablement pour la vie. Et qu'on travaille à faire en sorte que la vie, après le diagnostic d'une maladie incurable, eh bien, soit la meilleure possible. Et c'est notre action à tous, que ce soit les soignants ou les bénévoles. Alors, j'ai 55 minutes, je regarde bien. Et j'espère que je vais me mettre où il faut. Je suis petite. Vous m'entendez bien? Ça va? Donc voilà, première chose, le premier, c'est le serment d'Hippocrate. Nous, les médecins, nous prononçons ce serment quand nous devenons médecins et il nous dit bien que nous devons nous occuper de nos malades jusqu'à la fin en préservant leur intégrité, en essayant jusqu'au bout de faire en sorte qu'ils soient des individus et qu'on les respecte véritablement dans toute leur dignité d'homme. Qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs? Les soins palliatifs, ça concerne tous les malades, tous ceux qui ont un diagnostic de maladie inguérissable. Mais ça ne s'adresse pas seulement aux malades, ça s'adresse aussi aux familles, aux aidants, aux soignants. Cependant, ces deux mots, soins palliatifs, font peur. Crainte de la mort, crainte de la maladie, et on n'ose pas les prononcer, et on n'ose pas non plus venir nous voir, parce que les soins palliatifs, finalement, c'est comme si on définissait l'antichambre de la mort. Pourtant, ils sont là pour accompagner la vie, faire en sorte de limiter les souffrances, de soulager les patients, et d'aider à profiter du temps qui reste. D'où vient le mot palliatif? C'est un mot qui vient du latin pallium, qui veut dire le manteau, qui changera de sens au Moyen-Âge, puisqu'il voudra dire dissimuler, cacher, et puis que finalement, à notre époque contemporaine, il va signifier atténuer et soulager. Guérir ou soigner. Les Anglais ont deux mots, cure pour guérir, care pour prendre soin. Eh bien, pendant une grande partie de l'humanité, on a pris soin des uns et des autres.
on a fait en sorte de soulager au mieux que l'on pouvait les souffrances. Guérir, ce n'était pas toujours possible. Hein. On a fait en sorte, on a su guérir un certain nombre de maladies. Mais en fait, c'est véritablement, depuis le début du XXe siècle, que l'on commence véritablement à guérir de plus en plus les individus. Mais plus on a guéri, et moins finalement on a fait attention aux soins. Et maintenant, c'est une époque formidable, puisque à la fois, on essaye de guérir le plus possible, mais aussi de prendre soin de nos malades et de faire en sorte d'atténuer et de soulager quand on ne pourra plus guérir. Les soins palliatifs, vous savez, vous avez entendu parler, ils sont effectivement nés dans leur version moderne en Angleterre, mais cette dame, Jeanne Garnier, les a créés en France, hein, au milieu du XIXe siècle à Lyon. Celle qui est la plus liée aux soins palliatifs, c'est cette dame, Cicely Saunders, qui les a créés après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, dans un hôpital qui s'appelle Saint-Christophe. Et elle a mis en exergue des choses qui sont fondamentales pour nous dans les soins palliatifs, à savoir le travail en équipe, on ne travaille plus tout seul, la prise en charge de la douleur, la notion de total pain ou de souffrance globale, générale, et puis l'action des bénévoles. Cette souffrance générale, totale, vous la voyez dans cette marguerite. Elle associe la souffrance qu'ont tous les malades, souffrance physique, souffrance psychique, souffrance sociale, souffrance psychologique, conflits familiaux. Tout ça fait en sorte que les malades souffrent et les soins palliatifs essaient, du moins, de prendre en charge la totalité de cette souffrance. Comme vous le voyez, pour prendre en charge la totalité de cette souffrance, il faut faire appel à beaucoup de corps de métier. Bien sûr, les médecins, les infirmiers, les soignants pour tout ce qui est souffrance physique, mais aussi, hein, si on parle du problème social, par exemple, on demande aux assistants sociaux de connaître ce que sont les soins palliatifs, de faire en sorte de prendre en charge dans des délais raisonnables un patient. Quand on parle du problème spirituel, eh bien, c'est toute la présence des bénévoles, des aumôneries qui viennent dans nos services, mais aussi, hein, de prendre en charge une souffrance de ce que ressentent les personnes, pourquoi j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait, quelle a été ma vie. Hein, cette souffrance qui revient très fréquemment et dans laquelle tous les bénévoles, par exemple, un jour ou un autre, se voient confrontés. Quelques petits mots sur l'aspect légal, hein, la loi vis-à-vis des soins palliatifs. La loi du 9 juin 1999 est la première loi Kouchner. Et cette loi, elle dit « Toute personne dont l'État le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. » C'est un droit. Par opposition, hein, notre code de déontologie ou le serment d'Hippocrate nous donne des devoirs à nous les médecins vis-à-vis des malades. Mais là, pour la première fois, on revendique un droit. Et les malades ont le droit d'accéder aux soins palliatifs. Ces soins palliatifs visent à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son entourage. Donc cette marguerite, avec la totalité de la souffrance, eh bien on rajoute dessus effectivement qu'il faut s'occuper des aidants, des familles et aussi des soignants. Il y a donc cette loi Kouchner de 1999, elle donnait aussi le droit à deux choses. Elle donnait le droit aux bénévoles d'intervenir dans les services. Et d'autre part, elle donnait la possibilité aux personnes d'avoir un congé d'accompagnement. Alors autant la loi Kouchner, la première loi Kouchner, existe sur le territoire de manière quasi complète, autant cette partie-là, qui est le congé d'accompagnement, n'existe pas en Calédonie parce que ce n'est pas du droit de la personne, mais c'est du droit du droit du travail. Ensuite, la deuxième loi Kouchner, c'est la loi qui donne un certain nombre de droits aux malades, hein, le droit à l'information, le droit au refus, et elle sera
on va dire, quasiment identique à ce qu'il y a dans la loi Leonetti du 22 avril 2005, qu'il donne droit aux patients à l'autonomie. Qui dit autonomie dit que le malade a déjà reçu une information, qui définit l'obstination thérapeutique déraisonnable, le droit à l'arrêt du traitement, les directives anticipées et le fait que qu'actuellement, maintenant, on ne décide plus tout seul, nous les médecins et les soignants, mais en collégialité. Juste un petit mot pour ce qu'est la loi Leonetti. On définit ici les droits des malades, refus de traitement, le droit à désigner une personne de confiance, les directives anticipées et aussi les possibilités, le droit qu'acquiert le médecin de pouvoir limiter ou arrêter un traitement. C'est fondamental parce que jusqu'à maintenant, finalement, le médecin se trouvait toujours à se dire qu'il aurait pu être attaqué sur un arrêt de traitement. Juste un petit mot pour la désignation de la personne de confiance. Vous voyez, c'est un formulaire facile à remplir. Il existe deux temps pour la désigner. Soit elle se désigne au cours d'une hospitalisation, et si elle est désignée au cours d'une hospitalisation, elle n'est valable que pour la durée de l'hospitalisation. Soit elle se fait avec le médecin, dans son cabinet par exemple, ou un malade tout seul qui désigne sa personne de confiance, qui écrit et qui demande à ce que ça soit dans son dossier médical. Et dans ce cas-là, elle est valable sans limitation. Directives anticipées. Ici, vous voyez, je vais être brève, c'est une directive anticipée telle qu'elle a été faite par le président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Cette directive anticipée est clairement dans l'air du temps avec le cas Vincent Lambert. Elle nous dit que ce monsieur ne souhaite pas, s'il est dans un état pochirelationnel, c'est-à-dire un état végétatif avancé, qu'il ne souhaite pas qu'on continue à le réanimer, qu'il veut qu'on arrête l'alimentation et qu'il veut qu'on arrête aussi l'hydratation. Il y a bien sûr d'autres directives anticipées qu'on peut faire. C'est celle qu'un malade, dans l'évolution, pour prévoir l'évolution de sa maladie, va dire je souhaite qu'on ne pas passer en réanimation, ne pas continuer une dialyse, etc. Et tout ça sera écrit dans des directives anticipées. Donc, quelques petits mots sur les soins palliatifs. On l'a vu, il s'adresse au malade en tant que personne, à sa famille et à ses proches, au domicile et en institution. Les soins palliatifs, ce n'est pas uniquement pour l'hôpital, ce n'est pas pour la clinique, c'est pour partout. Et cela nécessite la formation et le soutien des soignants et des bénévoles. Quand on dit soins palliatifs, pour beaucoup, ça évoque le cancer. Mais il n'y a pas que le cancer. Tous les patients atteints d'une pathologie grave et inguérissable doivent entrer dans la filière des soins palliatifs. Donc les maladies neurologiques, cardiaques, pulmonaires, toutes les pathologies. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça c'est le vieux schéma des soins palliatifs. C'était pour le traitement des cancers, parce que c'est souvent plus facile, on faisait du soin de cancer jusqu'au moment où le malade ne pouvait plus aller plus loin, où on ne pouvait plus faire la énième chimio. Et à partir de ce moment-là, le malade basculait dans les soins palliatifs. Et si vous devez garder quelque chose comme notion de cette soirée, c'est que les soins palliatifs, ou comme ici c'est appelé les soins de support, c'est dès le début d'une maladie inguérissable. Alors ici, c'est un schéma qui est le schéma du cancer. Dans le schéma du cancer, il y a le moment où on a un espoir de guérison. Et s'il y a un espoir de guérison ici, il y a quand même besoin que le malade puisse avoir une prise en charge. Vous vous souvenez de ma Marguerite, la prise en charge globale ? Le malade, il est en souffrance physique, sociale, spirituelle, psychologique, et il a besoin de l'ensemble de ces soins de support. Moi, je dirais qu'ici, au diagnostic d'évolution locale qui va faire qu'une maladie devient inguérissable, au moment où on découvre les métastases, qui elles aussi signent le fait que le malade sera porteur d'une maladie inguérissable, à partir de ce moment-là, on entre vraiment dans les soins palliatifs. Et les soins palliatifs s'associent aux soins oncologiques, aux soins du traitement du cancer. Jusqu'au moment où les soins du traitement du cancer s'arrêtent, parce que le malade est trop fatigué,
Et à partir de ce moment-là, eh bien, les soins palliatifs sont là uniquement, sont uniquement présents pour le malade. Ce qui ne veut pas dire que pendant des mois, des années, on n'a pas travaillé en association avec les différents services. Et puis une chose est claire, mes collègues qui font du soin ici, qui s'occupent de leurs malades au niveau oncologique, ils n'oublient pas les soins palliatifs. Et ils font, au fur et à mesure de l'évolution, eux aussi des soins palliatifs. Il faut être clair, ce n'est pas réservé à l'équipe de soins palliatifs. C'est pour nous, tous les soignants, pour faire en sorte que le malade soit pris en charge de manière globale. Ce qui est vrai pour le cancer est bien sûr vrai pour toutes les pathologies, avec un malade qui a initialement l'espoir de guérison, secondairement l'espoir de rémission, et puis qui, au bout d'un certain temps, bascule en phase palliative. Alors ça intéresse combien de personnes à l'hôpital, les soins palliatifs? On va dire, bof, c'est infime, c'est pas grand monde. Eh bien non, quand il y a une étude à un jour J, en octobre 2012, à l'hôpital Foch à Suresnes, dont vous voyez que c'est un gros hôpital de la région parisienne, avec des malades qui restaient dans un service de médecine aiguë 4 jours, et pas plus de 4 jours, eh bien ce jour, on s'est rendu compte que 39% des patients étaient en soins palliatifs. Et si on ajoutait là-dessus que 2% des patients étaient en refus de soins et 1% des malades exprimaient une demande de mort anticipée, on arrive à 42% des patients qui devaient être considérés en soins palliatifs. 42% pour un service de médecine aiguë, ça veut dire près d'un malade sur 2 est en soins palliatifs. Mais en revanche, et seulement 15% des patients faisaient l'objet d'une stratégie. On avait commencé à évoquer le fait qu'ils étaient en soins palliatifs et simplement 7% en bénéficiaient. Il y a un rapport qui a été fait par le professeur Sicard en décembre 2012. Il dit la même chose. Tous les malades ont droit à un accompagnement à un soin palliatif. Mais le rapport est clair. On est là-dedans. Très peu de malades en bénéficient. Très peu de malades en bénéficient parce que les médecins n'osent pas en parler, parce que les malades n'osent pas venir, parce que les soins palliatifs, cela fait peur, et que si on est là ce soir, c'est pour véhiculer une autre image des soins palliatifs. Est-ce que les malades ont besoin des soins palliatifs? Ici, je vais essayer de faire bref, mais vous voyez toute cette période-là, de plus de 10 ans pour les hommes et de plus près de 12 ans pour les femmes, ou si on regarde ici, 12 ans sur une autre étude pour les hommes et 15 ans pour les femmes, ça sera le temps des maladies chroniques, le temps d'une maladie qui évolue, le temps où les malades ont besoin qu'on s'occupe d'eux, et ça, c'est pour les malades de plus de 65 ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a en Calédonie pour les soins palliatifs? Les soins palliatifs en Calédonie, jusque dans les années 2000, on va dire, peut-être avant, on va fixer un peu cette date-là, beaucoup de soins palliatifs étaient faits à domicile ou en tribu. Actuellement, les soins palliatifs se font beaucoup plus dans toutes les unités, dans le service de gériatrie, dans les lits de la polyclinique, dans l'hôpital, à l'hôpital de Poix-Dimier, dans les lits de moyen séjour, dans les lits des dispensaires, aux îles Loyauté, à Bourail, et puis bien sûr dans les lits d'hospitalisation des services de médecine ou de chirurgie, que ce soit à l'hôpital ou en clinique. Qui est-ce qui fait du soin palliatif? Nous, notre équipe mobile, je vous fais un petit peu de publicité ici, qui a été créée en 2011. Il y a des bénévoles qui viennent voir nos malades, que ce soit les bénévoles de la Ligue contre le cancer, les bénévoles de la QVP et aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, les aumôneries. Qui fait donc du soin palliatif? Tous les soignants des différents services, tous les médecins, tous les infirmiers du secteur libéral, les gens de SOS Médecins, les médecins de SOS Médecins, les psychologues des différents services. J'ai mis EMASP du service de gériatrie. Il faut ajouter aussi, je l'ai oublié, la psychologue qui travaille dans les cliniques actuellement. Tous ceux qui travaillent dans les dispensaires, les pharmacies, les sociétés de services qui font en sorte de se rapprocher le plus possible d'une hospitalisation à domicile. Les sociétés d'aide, toutes les personnes qui travaillent comme auxiliaires de vie, etc.,
le pôle gérontologique, les assistants sociaux. On est tous là, des travailleurs, autour des soins palliatifs. Et je crois que c'est fondamental de se dire qu'on doit faire une équipe autour des malades. Donc les soins palliatifs, le malade, la famille et les soignants. Un petit mot sur les souffrances, enfin un grand mot sur les souffrances du malade. Qu'est-ce que c'est que de découvrir qu'on a une maladie inguérissable? C'est véritablement, brutalement, le fait de découvrir que l'on n'est pas immortel. C'est un moment précis dans une vie avec un avant et un après, et une rupture entre deux mondes, le monde des bien portants, le monde de ceux qui se croient immortels, et le monde de ceux qui savent qu'ils vont mourir. C'est ressenti par beaucoup comme une injustice. Et puis, éventuellement, pour beaucoup de malades, le fait de déranger, de modifier l'ordre social. Le malade va vivre avec sa maladie. Vous vous souvenez de mon petit schéma de tout à l'heure? C'est pas si simple que ça. C'est beaucoup d'allers et beaucoup de retours. C'est une chimiothérapie, d'abord la découverte de la maladie, puis ensuite la chimiothérapie, les espoirs liés à la chimiothérapie, puis ensuite le fait qu'elle a marché, pas marché. C'est un malade qui va faire beaucoup de va-et-vient, qui va souffrir, qui va espérer pendant un long moment. Ensuite, c'est un malade qui va être confronté à la perte d'autonomie, à la dépendance, à la perte de son image. Et je pense que tout ça, ce ne sont pas des vains mots, c'est de la violence au quotidien ressentie par les patients. Avec, au bout du compte, une perte d'estime de soi qui est liée à la perte de travail, à la perte de sa position sociale, à la perte de sa position familiale. C'est aussi la survenue des difficultés pécuniaires. La survenue, le fait d'avoir une maladie inguérissable, c'est du premier au dernier jour la peur de la mort, la crainte de mourir. Elle est là et elle nous accompagne. Alors, qu'est-ce que ressent le malade quand il va ressentir effectivement, d'abord et avant tout, des besoins physiologiques? Vous connaissez cette pyramide qui est, là, quand on arrive ici, on réussit à se réaliser. Mais quand on est dans les soins palliatifs, quand on est dans une maladie inguérissable, on est d'abord et avant tout quelqu'un qui a ici des besoins physiologiques qui ne sont pas, des besoins qui ne sont pas remplis et pour lesquels il faut absolument que nous, les soignants, nous œuvrons pour permettre effectivement qu'il puisse conserver une sécurité, que le malade puisse toujours appartenir à la société et garder une estime de lui-même et éventuellement pouvoir jusqu'au bout et jusqu'à la fin de sa vie se réaliser en tant qu'individu. Alors on va commencer un petit mot sur la souffrance physique. La souffrance physique, elle est effectivement redoutée par les malades, par les familles. Elle a été longtemps négligée. Je pense qu'actuellement, quand même, on s'en occupe beaucoup mieux. Elle empêche de vivre, de penser. Un malade, ça nous arrive régulièrement de voir un malade dans une douleur atroce, qui peut rentrer à l'hôpital, par exemple. Ce malade n'existe plus. Il n'y a plus que la douleur. Alors, ce qui est important pour tous ceux qui sont des soignants ici, pour tous ceux qui vivent avec des personnes qui sont malades ou qui sont eux-mêmes malades, c'est de savoir que la douleur, c'est pas si simple. Il faut savoir reconnaître son type. Il y a 2 types de douleurs, on va y revenir. Savoir chiffrer son intensité, évaluer son retentissement sur la vie des malades. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il réussit à pouvoir se déplacer, etc. Et puis, il faut l'évaluer et la réévaluer. Cette douleur, c'est un travail d'équipe. Alors, équipe, ça peut être une équipe médicale à l'hôpital, ça peut être le malade avec son infirmière, ça peut être le malade, la famille, l'infirmière à domicile. C'est nous tous qui devons œuvrer avec le médecin pour faire en sorte que cette douleur soit prise en charge. Alors, il y a 2 types de douleurs. Il y en a une, c'est la douleur habituelle, celle quand on se cogne, celle qui pince, qui serre, qui ronge. Et puis l'autre douleur, c'est les douleurs qui atteignent les nerfs. Et celle-là, vous la connaissez bien. C'est la douleur de la sciatique, c'est la douleur du zona. C'est une douleur terrible et c'est une douleur qui va s'exprimer par des brûlures ou des fourmillements. Cette douleur, la douleur neuropathique, c'est une douleur qui est beaucoup plus difficile à prendre en charge
que la première douleur, que la douleur nociceptive, la douleur habituelle. Un petit mot pour la fin de la vie sur la prise en charge de la douleur, parce que comment on évalue une douleur chez quelqu'un qui ne peut plus s'exprimer? Comment peut-on faire pour savoir que le malade a mal? Cette échelle nous permet, grâce à l'apparence du patient, en examinant son visage, son regard, en écoutant ses plaintes, en voyant ça, la façon dont son corps est détendu ou au contraire en retrait, rétracté, en évaluant l'agitation ou l'agressivité, elle nous permet de chiffrer. On met un chiffre 1 dès lors qu'un malade présente un de ces items. Et quand on est supérieur ou égal à 2, ça veut dire que le malade a besoin soit de mettre en place un traitement antalgique, soit de majorer le traitement existant. Là, vous connaissez, pour traiter les douleurs, on traite avec les 3 paliers. Le premier, c'est simple, c'est de l'aspirine ou du paracétamol. Le deuxième palier, c'est des médicaments que vous connaissez certainement, le topalgique et l'acupan. Et le troisième palier, c'est la morphine, qui s'associe, qu'on peut associer avec le paracétamol. La morphine, ça fait très peur, et pourtant, véritablement, c'est un traitement de référence qu'il faut savoir manier avec souplesse et pouvoir donner dès qu'un malade en a besoin. Bien sûr, il y a des complications, mais du type nausée, constipation, etc. Mais ce médicament est fondamental et il faut vraiment que les malades n'en aient plus peur et que les familles n'en aient plus peur. En revanche, les douleurs qui touchent les nerfs sont beaucoup plus compliquées à prendre en charge et elles nécessitent en général d'associer plusieurs médicaments pour réussir à obtenir la meilleure antalgie. Après ce petit mot sur les douleurs, on va parler des différentes souffrances physiques de nos malades. La douleur, c'est pas, si on prend par exemple cette étude faite à Grenoble, la douleur, c'est pas le premier. La première plainte des malades, et celle pour laquelle on a le plus de difficultés à mettre en route quelque chose, c'est la fatigue. Cette fatigue, on la retrouve, vous voyez, dans 98% des cas. Elle est associée à l'anorexie, le malade qui n'a plus envie de manger, qui n'a plus faim. Et vous voyez, c'est cela la première plainte de nos malades. Ensuite, c'est la douleur. Ensuite, c'est la constipation. Après, c'est l'anxiété et l'angoisse. Donc, on va y passer rapidement. La fatigue, il faudra toujours faire un bilan étiologique, rechercher pourquoi on a de la fatigue. Un malade qui a des douleurs permanentes, il peut être fatigué. Donc, il faut essayer de trouver ce qu'on peut trouver pour expliquer la fatigue. Ensuite, il faut, et c'est très important, continuer au maximum, le plus longtemps possible dans la vie d'un malade avec une maladie grave, faire en sorte qu'il puisse bouger. Si un malade s'arrête de marcher, si un malade est confiné au fauteuil ou au lit, eh bien ensuite, il y a ce qu'on appelle un déconditionnement progressif, et ce déconditionnement progressif va faire en sorte que le malade va être de plus en plus alité et qu'il va bouger de moins en moins, que la fatigue va être de plus en plus importante. Quand on n'y arrive pas, quand on n'a pas d'autre solution, eh bien on peut mettre en route de la corticothérapie, des corticoïdes pendant quelques jours. Autre souffrance des malades, le fait que ce malade va maigrir, parce qu'à la fois, il augmente ses dépenses à cause, par exemple, d'un cancer, et qui diminue ses apports à cause de l'anorexie. Donc, on a un amaigrissement. Dans les souffrances de nos malades, on a les gènes respiratoires. Donc, les gènes respiratoires, on a pris l'exemple qu'ABP, c'est le cancer du poumon. Cette gène respiratoire, elle va être majorée par la douleur, si on a un cancer, et par l'anxiété. Donc ici, on fait des mélanges qui vont être très difficiles, parce qu'il va falloir qu'on prenne en charge la douleur, l'anxiété, pour diminuer la dyspnée, la gêne respiratoire, qui peut être aussi favorisée par non seulement le cancer, mais par bon nombre d'incidents ou d'accidents intercurrents qui vont être liés au cancer. Une infection, une embolie, une pleurésie, et aussi le terrain sous-jacent
hein, qui est par exemple une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire. Je vous ai mis des petites images très évocatrices, là, comme vous le voyez. Souffrance physique de nos patients, il est très important, hein, de penser par exemple à la constipation. C'est pas très fun, hein, c'est pas... mais pourtant, vous avez vu, c'est la 3e cause de plainte de nos malades et c'est véritablement très important. Autre plainte des malades, eh bien, toutes celles qui sont secondaires à une atteinte neurologique. L'aphasie, le fait de ne plus pouvoir parler, les hémiplégies qui empêchent les malades de bouger, le Lou-Kit syndrome, et je vous invite à relire, comment ça s'appelle, l'homme et le scaphandre, le scaphandre et le papillon, hein, et ne serait-ce que de regarder le début. Quand cet homme, il y a tout le monde qui se précipite vers lui, et que lui ne peut plus parler, ne peut plus bouger, imaginez ce que c'est que la vie d'un malade neurologique. C'est véritablement quelque chose de terrible. Les maladies neurodégénératives, nous avons ici sur le territoire une petite dizaine de malades avec des scléroses latérales amyotrophiques qui font en sorte que ces malades s'arrêtent progressivement de bouger. Certains malades ne peuvent plus remuer que la paupière supérieure pour communiquer. Ils ont une ventilation avec un masque la plupart de la journée. Ils sont nourris sur une gastrostomie. Ce sont des vies extrêmement difficiles, hein, tout comme la vie des myopathes ou des scléroses en plaques. Toutes ces dépendances physiques font en sorte que les malades souffrent véritablement de plaintes multiples sur lesquelles, finalement, ils ne partagent avec nous qu'une très très faible partie. Problème social, perte du travail, perte du salaire. Ici, pour beaucoup, on va parler de personnes âgées. Elles ont encore souvent des indemnisations ou des indemnités qui peuvent être suffisantes. On peut parler en Calédonie des énormes difficultés des gens qui ont moins de 60 ans et qui ont des petits revenus et qui ne sont par exemple pas des gens qui sont des fonctionnaires. Ils ont des pertes rapides de leur salaire. Ils sont rapidement à moins 50%, avec quelquefois des difficultés sociales qu'on a du mal à imaginer. En plus, un certain nombre de patients, quand ils sentent arriver la maladie, arrêtent le travail et se retrouvent sans aucune indemnisation pendant toute l'évolution de leur maladie. Angoisse pour tous ceux qu'on laisse, colère envers les difficultés matérielles, les complications. C'est vrai que de remplir tous ces bulletins, de remplir toutes ces feuilles, c'est extrêmement compliqué pour des malades qui sont très très dépourvus, et ce d'autant plus qu'ils font face à la sidération d'une maladie, à la sidération liée à toutes les complications, et qu'ils n'ont pas envie de remplir tous ces différents formulaires sociaux. Donc c'est vrai que les assistantes sociales des quartiers ont un rôle fondamental pour aider tous ces malades, pour aider les malades. Conflit familial, nous sommes, nous, les soignants, confrontés régulièrement à ces conflits familiaux dans lesquels on ne voudrait bien pas intervenir, mais qui nous explosent quelquefois la figure, parce que les malades ont des querelles de plusieurs années, des soucis de vie, et que, surtout sur la fin de la vie, il y a une exaspération de toutes ces situations. Des situations familiales, matrimoniales compliquées, les rencontres de toute une ville, l'héritage de papa, etc. Tout ça crée des grosses difficultés. Souffrance psychologique. Qu'est-ce qui fait souffrir nos malades? À la fois la maladie, le traitement, l'évolution, les retards de prise en charge, les longueurs d'évolution de la maladie, la perte de l'image corporelle, le handicap, tout ça est une source de souffrance, de peur, peur pour soi-même, peur pour tous ceux qu'on laisse. Un grand refus, le refus de sa finitude, et je pense que tous les malades sont confrontés à cette peur de mourir, à l'incapacité de guérir de la médecine. On avait tant espéré. Ici, l'espoir, c'est... Si vous m'aviez envoyé en Australie, si vous m'envoyez en Australie, le grand mirage australien, je pense que tous les jours, on a affaire à ça. Si vous m'aviez envoyé, si vous m'envoyez, peut-être qu'eux, ils réussiraient beaucoup mieux que ce que vous êtes en train de faire.
Les malades souffrent quand il n'y a plus rien à proposer, quand le dernier espoir s'envole, quand il n'y a plus de traitement à proposer. Hein. Et donc tout ça, c'est la vie au quotidien de nos malades, toutes les souffrances psychologiques. Nos psychologues, hein, nous avons par exemple dans l'équipe 2 psychologues hein, qui travaillent au jour le jour à permettre aux malades de réinvestir leur vie et de faire en sorte que cette anxiété, cette souffrance ne les dévore pas et ne les empêche pas de profiter hein, de la fin du temps qui leur reste. Donc la réactivation hein, de souffrances anciennes, on voit sur la toute fin de vie des malades qui voient revenir ce qu'ils ont vécu de traumatique au tout début, à des moments clés de leur vie. Des malades qui se culpabilisent sur des actions qu'ils ont jugées mauvaises hein, et qui ont besoin de réparation, de parler, de partir en ayant assaini la situation, hein, assaini ces sentiments de culpabilité. Qu'est-ce que vivent les malades? Eh bien, vous connaissez ça, hein, c'est tout ce que Madame Kubler-Ross a décrit, hein, à savoir ce qu'on appelle les étapes du deuil. Mais les étapes du deuil, hein, ce sont les étapes que l'on a au moment de la découverte d'une maladie. On vous annonce une maladie inguérissable, et bien les malades vont être hein, dans le déni ou la colère, la dépression, le marchandage, hein, quelquefois l'acceptation. Il faut savoir que ces stades sont... Les malades, ils font des allers-retours, hein, et puis qui peuvent avoir été jusqu'à un stade d'acceptation, et puis revenir à un stade de déni, parce que finalement, les choses se sont un peu améliorées. Il faut savoir qu'ils le vivent à chaque étape, qu'ils vont le vivre pour le diagnostic, pour l'arrêt d'une chimio, pour une nouvelle reprise de la maladie, etc. Et que ça, ce sont des étapes ce sont des moments successifs qui vont revivre les uns après les autres. Alors, comment est-ce qu'on traite l'anxiété hein? Ça fait beaucoup de choses qui font peur. Comment est-ce que ça se traite? La première chose, hein, pour nous les soignants, c'est d'écouter. D'écouter la souffrance, de savoir donner le temps au malade de dire ce qu'il ressent. L'idée, c'est que c'est pas vous souffrez, vous avez peur, vous êtes anxieux, je vous donne un petit Lexomil ou un Xanax. Non, c'est d'écouter la souffrance et de faire en sorte hein, que le malade puisse l'exprimer. Faire en sorte qu'il puisse bénéficier d'hypnose, de relaxation, de musicothérapie, d'art-thérapie, hein, c'est en train de naître sur le territoire, et que le traitement, ça soit simplement la dernière partie. Dépression, hein, avec toutes ces mauvaises nouvelles dont on vient de parler, effectivement, la dépression, elle est inhérente hein, à la fin de la vie. Et pourtant, la dépression, hein, on se pose toujours la question, faut-il la traiter? À quel moment doit-on la traiter? Est-ce que tous les malades en fin de vie doivent avoir un traitement antidépresseur? Je ne pense pas. Je pense que les traitements antidépresseurs, ils s'adressent aux malades pour lesquels la fin de la vie est complètement gâchée par cette dépression qui les empêche d'être dans le lien et qui les empêche de garder, hein, de pouvoir partager quelque chose jusqu'au bout avec leur famille. Le traitement, hein, ça fait effectivement appel aux antidépresseurs. Tout petit mot sur la confusion. La confusion de la fin de la vie, les médecins militaires, ils connaissaient ça bien. Ils opéraient un malade d'une fracture du col du fémur, et puis le malade, au bout de 3-4 jours, commençait à disjoncter, commençait à battre la campagne, et il se disait « Ouh là là, c'est mal barré, il va me claquer entre les doigts ». Il avait souvent raison, parce que la confusion, ça fait partie de la fin de la vie. Cette confusion, on pourrait se dire, bon, d'abord, il y a des causes. Hein. Un malade qui a une constipation très majeure, un malade qui a une rétention d'urine, un malade qui prend certains médicaments, etc., ou qui a une hypercalcémie, il peut être confus. Donc, la confusion, c'est d'abord une recherche de causes qui peuvent exister. Et ensuite, si on ne trouve pas de cause, eh bien, il faut se poser la question. Est-ce que ce malade souffre de la confusion? Et c'est là où je vous mets que moi, ce qui m'étonne, c'est que les hallucinations, la confusion, elles sont très fréquentes chez les malades canaques. Et pourtant, on a l'impression que ces hallucinations, elles leur apportent la paix. Elles leur apportent le grand-père, le père, le frère qui vient les chercher et qui lui dit « tu viens ». Et que là, ça ne leur donne pas du tout d'angoisse.
hein, ils savent qu'ils sont accueillis. Et donc, je ne vois pas pourquoi j'irais traiter cette confusion qui est finalement bénéfique et bienveillante. En revanche, ça me paraît très important de traiter la confusion qui angoisse le malade. Et à partir de ce moment-là, eh ben, on a des traitements qui peuvent, et qui sont des neuroleptiques, qui peuvent agir de manière, je suis revenue en arrière, qui peuvent agir de très bonne façon. Mais la question, est-ce que cette confusion, ce n'est pas tout simplement un moyen d'échapper à la peur de la mort? Je ne la verrai pas en face, puisqu'elle va... Elle est là. Aussi, dans les souffrances des patients, dans les souffrances physiques ou psychologiques, il y a la tristesse. La fin de, quand un malade est en fin de vie, tous ceux qui rentrent chez lui, surtout sur la phase toute terminale, il n'y a que des gens qui pleurent. Et même si on ne lui avait pas dit qu'il était en fin de vie, il l'apprendrait parce que tous les gens qui rentrent ont une tête d'enterrement et tous les gens qui rentrent pleurent. Et je pense que c'est difficile à vivre pour le malade aussi. Alors, je fais attention parce qu'il ne faut pas que je dépasse. Un petit mot sur les souffrances des familles. La souffrance des familles, c'est d'abord et avant tout que soi-même, devant la maladie grave, la phase terminale de son mari, de son père, de son parent, c'est notre propre mort que l'on voit. Et là aussi, ça nous confronte tous à notre propre finitude. Il faut savoir que tous dans une famille ne vont pas vivre à la même vitesse et qu'il y en aura certains qui auront bien compris, qui auront assimilé les choses, qui auront vécu plus proche de celui qui va partir, et d'autres qui auront une distance, et que quelquefois, par exemple, pour nous les soignants, ça peut être difficile, parce qu'il y en a qui sont véritablement dans une harmonie de pensée avec l'évolution de la maladie, et d'autres qui sont beaucoup, beaucoup plus loin. Les familles, comme les malades, ont peur de la souffrance, peur de la mort et peur de la souffrance. Ils se heurtent aux mêmes difficultés, peur des problèmes sociaux, des problèmes pécuniaires. Ils sont aussi, quelquefois, heurtés par le manque d'informations qui leur est donné par les soignants. Ils ont souvent peur de parler de la fin de vie et de la maladie. C'est quelque chose qu'on n'ose pas dire. Les soignants, les médecins par exemple, n'osent déjà pas en parler à leurs malades. Alors c'est vrai qu'en famille, c'est souvent très compliqué de parler du fait que tu vas mourir aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut se dire des choses? Est-ce qu'on peut se le dire entre nous? Peu de personnes y arrivent finalement. À ce moment-là, il y a souvent des difficultés familiales, qu'il peut y avoir des difficultés familiales, des conflits entre des enfants, entre les parents, entre les beaux-parents et les enfants. Enfin, il peut y avoir un certain nombre de choses qui viennent compliquer. Les malades nous font part, les familles nous font part de la dernière chose, de tous ceux qui peuvent venir pour vivre quelque chose de sensationnel. Et ça, c'est profond notamment dans la mort des jeunes, de ceux qui n'ont pas un lien très très proche, mais qui vont venir parce que c'est quelque chose qui donne de la sensation et du sentiment. Et ça, c'est très mal ressenti par les familles. Donc les familles, elles vivent la même chose. Elles vivent au rythme de la maladie du patient avec les mêmes choses. Est-ce qu'il va pouvoir vivre plus longtemps? Est-ce que sa chimio va pouvoir marcher? Et si je lui fais ceci, est-ce que ça va pouvoir aller? Elles font face à la dégradation, à la perte d'autonomie, les mêmes choses que ce que vive le patient. La bouffissure du visage, la perte des cheveux, le vieillissement prématuré, c'est aussi violent pour la famille que pour le malade. Quelquefois, les jeunes enfants refusent de voir leurs parents. Et ça nous arrive régulièrement. Ils refusent d'aller voir leur papa qui a 40 ans et qui est devenu chauve, qui est devenu bouffi. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils ne veulent plus rentrer dans la chambre. La durée de l'évolution, plus c'est long, plus ça dure et plus c'est épuisant.
Surtout, hein, par exemple, quand c'est deux personnes âgées, hein, le conjoint de 80 ans qui s'occupe de son conjoint qui a le même âge, c'est souvent très très lourd, hein, par contre. La difficulté particulière de la démence, hein, avec les difficultés de communication et l'impossibilité, hein, de connaître les choix du patient. Je vais sauter celle-là. Donc, toutes les familles souffrent, hein, et font face à la solitude. Hein, et c'est vrai que c'est la solitude parce que les amis ont souvent déserté, parce qu'on est seul, hein, une grande partie du temps. Hein. Qu'est-ce que c'est que la maladie à la maison? C'est une infirmière qui, même si elle est très disponible, va passer 2 heures par jour, et c'est 22 heures où on doit s'occuper de son conjoint, de son mari, de son parent. Hein. C'est souvent très très lourd, hein, surtout quand on est dans une famille nucléaire. Quand on est des enfants et qu'on voit disparaître son père ou sa mère, hein, c'est le dernier rempart contre la mort qui disparaît. C'est l'inconcevable mort d'un enfant. Hein. Et puis c'est au fur et à mesure la réactivation de toutes les souffrances anciennes. Les familles vivent en général une grande impuissance, hein, vis-à-vis de la maladie. Elles vivent donc les dégradations. Les enfants ont quelquefois peur, hein, quand un parent est en train de disparaître, de voir disparaître l'autre parent. Ils se posent souvent des interrogations, à quoi ça sert? Et ça, c'est très fréquent. Quand un patient est passé en coma pendant plusieurs, hein, il n'a plus de lien, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il vit cette longue agonie? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas plus vite, hein? Pourquoi est-ce qu'on ne raccourcit pas ce temps-là qui ne sert plus à rien? Les forces qui s'épuisent, les arrêts de travail qui arrivent à leur terme. Et puis, à ce moment-là, souvent, il y a des souhaits de mort. Est-ce qu'ils ne pourraient pas disparaître? Et avec ce souhait de mort, il y a de la culpabilité qui naît. Comment expliquer, hein? Et moi, je le dis très clairement, ça fait longtemps que ça dure, vous devez en avoir assez, vous devez souhaiter, c'est normal, c'est humain, hein, de vouloir souhaiter que ça ne se poursuive pas. Et puis aussi, hein, quand des membres d'une famille qui ne sont pas venus pendant très longtemps viennent donner des avis, hein, alors qu'ils n'ont pas participé à la longue évolution de la maladie, souvent c'est extrêmement difficile à vivre. Vis-à-vis de nous, les soignants, les familles se sentent souvent dépossédées. Hein, on prend la place d'eux, on fait à la place, et c'est véritablement quelque chose de compliqué pour eux, et aussi compliqué pour nous, parce que ça peut faire naître de l'agressivité. Souvent, hein, on va donner des informations qui ne vont pas être complètes. De temps en temps, vous devez pouvoir nous en excuser, parce que ça fait 10 fois qu'on redemande, quand on a une grande famille, il y a toujours quelqu'un pour venir demander une nouvelle information. Alors on explique bien à la première, à la deuxième, à la troisième, et puis après on est moins poli, moins aimable, moins complet, et on donne des informations parcellaires. Et ça, pour les familles, c'est compliqué à vivre. Quand la désignation de la personne de confiance devient polémique, il a choisi un tel et pas moi, pourquoi? Donc là, hein, c'est important, c'est de se dire que pendant toute cette période, qui peut être très longue, qui peut durer des années, parce que la prise en charge d'un cancer du sein, par exemple, pour une femme, ça peut durer 6, 7 ans, même si elle est métastatique. C'est très long aussi pour son conjoint, par exemple, très long pour ses enfants. Et que pendant ce temps-là, ils ont besoin de temps en temps d'un petit étayage. C'est véritablement le rôle de notre équipe de soins palliatifs, c'est véritablement le rôle de nos psychologues de venir en aide pendant toute la maladie et aussi, hein, après le décès. Donc là, on a une psychologue, par exemple, qui a une grande file active de familles en suivi de deuil. Un petit mot sur nos souffrances à nous, les soignants. Hein. Nous aussi, on souffre. Alors, dans le cadre hospitalier, hein, on peut souffrir, hein, parce que les symptômes physiques, les infirmiers notamment, les aides-soignants se disent ce malade, il n'est pas pris en charge correctement sur ses symptômes physiques ou sous sa douleur.
Et puis, on est dans... Le malade est inconfortable et on ne sait pas quoi faire. Notre impuissance vis-à-vis de tout ça nous rend quelquefois véritablement en souffrance importante. On crée des liens forts avec certains patients. Et quand le malade a une déchéance, on vit la même chose que ce que le malade vit lui-même et ce que vit la famille. On souffre au même rythme. On souffre aussi quand un malade, jusqu'à la fin de sa vie, reste dans le déni, quand on n'a pas pu aborder l'essentiel, quand on a l'impression qu'il va partir sans qu'on ait pu dire les choses. Là aussi, c'est une source de souffrance pour nous. Alors, surtout, les infirmiers, les aides-soignants nous disent « mais nous, on ne sait pas toujours où se positionner ». Si on a l'impression qu'il y a eu une erreur médicale, là, on est encore plus mal. On ne sait pas où on en est. Et puis, on souffre tous quand il y a un acharnement thérapeutique ou quand il y a au contraire des décès qui ont été très rapides. Même après, le malade, on a beaucoup œuvré pendant un certain temps, puis il va mourir très très vite. On a l'impression d'avoir laissé passer le temps et de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. On est triste aussi quand les patients sont seuls, quand il n'y a personne pour l'accompagner au dernier moment. On a l'impression d'avoir raté quelque chose, de ne pas être des humains, de ne pas faire notre rôle correctement, et ce, surtout si on a du travail à côté. Donc, ce que tente le patient vis-à-vis de la famille, il tente aussi de répondre au mieux aux demandes de la famille. Mais quelquefois, c'est un petit peu compliqué parce que certaines familles sont un peu agressives, que les relations sont parfois tendues, qu'on déplace les conflits familiaux vers l'équipe soignante et que tout ça fait que de temps en temps, on est nous aussi en véritable souffrance. Ce qui nous fait souffrir, c'est pour ça que c'est important, on y reviendra, ce qui nous fait souffrir aussi, c'est quand les décisions changent et quand il n'y a pas eu véritablement de coordination pour faire en sorte d'avoir une décision consensuelle, une décision d'éthique au sein de notre équipe médicale. Bien sûr, les surcharges de travail, etc. Voilà. Alors, je vais passer là. Les spécificités des soins palliatifs. Dans les soins palliatifs, il y a quelques spécificités. La première, c'est toujours rechercher le bénéfice-risque. Vous allez me dire, ce n'est pas une spécificité tant que ça, mais elle est véritablement très, très importante ici. La démarche éthique et la pluridisciplinarité. Le fait qu'on ait des soignants qui partageons les mêmes valeurs, qu'on élabore des projets de soins et des projets de vie. La démarche éthique, c'est à chaque fois que notre malade est dans une situation, on essaie de savoir à quel stade on se place ici et qu'est-ce qu'on va faire pour faire le mieux possible en faisant le moins mal possible. Notre interrogation, et c'est une réflexion de tout soignant. Cette réflexion doit être faite par l'ensemble des soignants et ici, je vous ai seulement mis une pluridisciplinarité telle qu'elle doit se faire à domicile avec tous les gens. Alors, qu'est-ce qui intervient le plus ? Effectivement, l'infirmier, le médecin, le kinésithérapeute, l'orthophoniste et véritablement tous ceux qui vont rentrer au service du patient. La démarche pluridisciplinaire à l'hôpital, elle fait intervenir beaucoup plus de personnes. La démarche pluridisciplinaire, si on ferait une ville hôpital, ça fait intervenir un très très grand nombre de personnes. Ça aussi, c'est pour se dire qu'un malade à l'hôpital, il ne sait plus exactement qui est qui. Il n'arrive plus à s'y retrouver. Il ne sait pas s'il a vu la secrétaire, le médecin, l'assistante sociale ou je ne sais pas qui. Si nous, on sait à peu près qui a participé à la décision, lui, il ne sait pas du tout qui est qui. Donc on essaie, et je pense que c'est important, il y a des soignants parmi vous. Les soins palliatifs, c'est le partage d'un certain nombre de valeurs qui sont que le malade doit rester actif jusqu'au bout, qu'on doit faire le moins de mal possible, qu'on doit maintenir la dignité du patient jusqu'au bout et sa dignité.
ça doit permettre de garder les liens entre le malade et sa famille. Bien sûr, c'est le contrôle des douleurs, le contrôle des symptômes, mais c'est aussi le plaisir, c'est aussi développer les soins de massage, l'anesthésie. Ces soignants qui partagent les mêmes valeurs et qui ont discuté en équipe pluridisciplinaire doivent élaborer un consensus qui va aboutir, doivent faire un consensus qui aboutit à une décision médicale. Et ça, c'est très important parce que vous avez vu que dans la souffrance des familles et dans la souffrance des soignants, il y a le fait qu'on ne soit pas clair, du malade, qu'on ne soit pas clair sur l'objectif que nous devons avoir. Il est important de se dire que dans des situations difficiles et compliquées, on élabore une décision médicale, on s'y met tous ensemble. Dans les décisions médicales, près de la moitié des soignants ne sont pas d'accord. Il y a dans les études qui sont faites, en gros, il y a 40 à 50% des gens qui ne sont pas d'accord avec la décision prise. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est portée par un médecin. Et qu'une fois portée par un médecin, les autres membres de l'équipe médicale se rangent derrière et ne mettent plus d'avis divergents qui sont des avis compliqués pour un patient. Alors, tous ces soignants qui partagent les mêmes valeurs, c'est bien quand ils réussissent au sein de services hospitaliers à élaborer leur action au sein de groupes de parole. Ça serait très important que puissent le faire à domicile. Alors, pour les soignants qui sont là, on a débuté, ça risque d'être le 2e mardi de chaque mois sur l'heure de midi, un groupe de parole pour les soignants libéraux pour qu'ils puissent parler de leurs soucis et de leurs difficultés à domicile. Projet de vie, je vais terminer là-dessus parce que c'est fondamental. Les soins palliatifs, c'est pas uniquement faire en sorte qu'un malade ne souffre pas, ni physiquement, ni psychologiquement, ni socialement. C'est faire en sorte qu'il reste un être vivant jusqu'au bout. Et rester un être vivant jusqu'au bout, c'est avoir des projets. Faire en sorte que jusqu'au bout, on élabore, qu'on ait des envies, jusqu'au bout, qu'on puisse souhaiter des choses. Alors voilà, quels sont ces projets ? Ça peut être des projets très simples, ça peut être pour un malade hospitalisé en phase palliative toute terminale, ça peut être simplement d'aller prendre un café à Lansvata. Ça peut être, si il n'est pas capable d'aller prendre le café à Lansvata, il pourrait peut-être descendre jusqu'à notre petite cafétéria de l'hôpital pour aller prendre le café. Ça peut être son projet. Ça peut être aussi de penser, de poursuivre que la chimiothérapie, elle se fait toutes les 3 semaines, mais que là, elle pourrait peut-être être repoussée d'1 semaine ou de 10 jours pour faire en sorte que, tant qu'il est encore bien portant, il puisse faire le voyage qui lui tenait encore à cœur. Élaborer des projets de vie, et ça, véritablement, je pense que c'est un rôle fondamental de notre équipe de faire en sorte de faire naître de la vie, de faire continuer la vie jusqu'au bout. Bien sûr, ce n'est pas la peine de monter des usines à gaz. Il faut des projets réalistes, des projets réalisables en fonction de l'état du patient. Mais il faut essayer de les dessiner pour que ce malade puisse véritablement rester le plus heureux possible jusqu'à la fin. Voilà. Donc, pour nous, ça implique un petit peu, pour nous tous les soignants, pour nous tous les aidants, pour nous tous qui sommes là autour de malades qui sont dans du soin palliatif, eh bien, ça impose de l'écoute et des propositions, d'être flexible aussi, de pas dire il faut absolument que vous fassiez ça. Non, que le malade choisisse ce qu'il a envie, de se tromper, d'essuyer des refus, de faire en sorte que le malade puisse véritablement choisir ce qu'il a envie de faire, pas se dire l'autre fois ça a marché avec ce tel projet, on va le faire, oui, mais avec ce malade-là, c'est pas ça. Les difficultés, juste un petit mot sur nos difficultés. Les difficultés de la phase palliative, comme toute la vie, c'est que c'est pas une ligne droite, c'est que c'est des hauts et des bas, c'est des tournants. Et donc, on va, on vient, on repart en arrière. Et ça, c'est difficile à supporter. Quelquefois, par exemple, les soignants, ils ont du mal. Le malade, il rentre, on a l'impression qu'il va mourir.
Et puis, ben non, une semaine après, il est toujours là. Et on dit, ah ben on va recommencer, on va refaire des choses, on va remettre. Ben oui, parce qu'il est toujours là. Donc voilà, accepter, hein, c'est pas toujours la ligne droite. Deuxième chose, les soins palliatifs à domicile, il faut bien dire que ceux qui les portent véritablement, hein, ce sont les infirmiers. Les infirmiers libéraux sont souvent très seuls à domicile. Et donc, moi, je leur tire mon chapeau parce qu'ils font face, hein, à des situations compliquées sans beaucoup d'aide pour beaucoup. Puis les soins palliatifs à domicile, hein, ce n'est pas toujours si facile que ça. Hein. La famille manque de temps, manque d'espace, manque de disponibilité. Les malades, la solitude, l'angoisse, une prise en charge inadéquate de leurs symptômes, les difficultés matérielles. Je parle de ça parce que c'est important. Il y a les endroits où on ne rentre pas à partir de 5 heures le soir, hein, voire des endroits où SOS médecins, comme Saint-Louis, n'y va plus du tout. À partir de ce moment-là, hein, on est dans des zones de non-droit où les soins palliatifs deviennent très compliqués. Et en gros, hein, faut aussi dire que nous avons du bonheur au quotidien à faire ce travail, hein, de soignants, parce d'abord on a l'impression de se sentir fort et utile, parce qu'on apporte du confort à nos malades, parce qu'on a une capacité à faire changer les malades, à leur donner du bien-être, parce que de temps en temps on vit des fins de vie qui sont des fins de vie magiques, avec des personnes, des familles qui nous apportent la notion d'une mort paisible et rassurante. Et puis qu'un malade en soins palliatifs, c'est souvent un malade qui a abandonné tout ce qui fait de notre vie, les petites mesquineries, le désir d'acquérir, de posséder, hein, tout ce qui fait de notre mauvais côté, et que finalement, on a la chance de voir véritablement le meilleur des hommes. Et ça, au quotidien, c'est quand même ce qu'on vit, et ça, c'est tout à fait fabuleux. Voilà, donc le meilleur, voilà. Merci. Voilà. À mon tour, je voudrais dire quelques remerciements. D'abord à deux institutions, la ville de Nouméa et tout particulièrement son comité communal d'action sociale, puisque les maires ont changé, mais la commune de Nouméa, le comité communal d'action sociale également, nous aide fidèlement, je dois dire, depuis 2001 et est probablement l'une des deux ou trois institutions qui nous aide le mieux dans l'activité de l'Association pour la qualité de vie des patients, dont je vais essayer de vous parler. Le deuxième remerciement, c'est bien évidemment au docteur Chantal Barbe. C'est le premier service dans lequel nous sommes entrés à l'hôpital lorsque l'association a reçu son homologation de l'Union nationale des associations pour l'accompagnement et les soins palliatifs en 2002. C'est le service du docteur Levenès, que je remercie d'ailleurs d'être présent ce soir. Et le joli cadeau que nous a fait l'hôpital, finalement, ça a été de recruter le docteur Barbe pour diriger ce service quand il a été enfin créé en 2011. Et puis je voudrais remercier aussi mes prédécesseurs, enfin les premiers présidents de cette association, Béni Laoumboui, Alain Gasse, Jean-Pierre Vaillant, qui, fidèlement, comme d'autres aussi, ont essayé d'agir auprès des autorités pour obtenir un jour cette équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs dont tout le monde aujourd'hui se félicite qu'elle existe. Voilà pour les remerciements, et bien sûr Chantal Barbe. Pour les Océaniens, la mort fait partie de la vie, et quand vous êtes accueillis dans une famille kanak, votre interlocuteur, en retour de votre geste coutumier, vous accorde la protection de tout le clan, les vivants et aussi les défunts, les ancêtres dont l'esprit est présent. Même si les dégâts d'une relative acculturation sont réels et aggravés de surcroît par la course effrénée à la consommation et une globalisation libérale des échanges qui écartent impitoyablement les plus fragiles et les plus démunis, les sociétés traditionnelles n'ont pas renoncé à accompagner la fin de vie d'un des leurs. L'Association pour la qualité de vie des patients
est né de la conjonction entre ces constats, la technicisation accrue des soins, la fin de vie à l'hôpital, en clinique ou en EHPAD, devenue banale ici aussi, même si elle l'est encore un peu moins qu'ailleurs, et la réflexion et la volonté de personnes avisées, j'en ai nommé quelques-unes, de tirer profit pour le pays d'un mouvement apparu d'abord en Grande-Bretagne et au Canada, avant d'autres pays, dont la France, avec laquelle la Nouvelle-Calédonie entretient tant de liens économiques, juridiques, sociaux, qu'ils soient amicaux parfois, difficiles en d'autres temps. Depuis 2001, la QVP est engagée avec sa petite soixantaine d'adhérents pour le développement des soins palliatifs et l'accompagnement bénévole de personnes en grande souffrance, dont celles pour qui la vie sur Terre approche de sa fin. Depuis 2001, la QVP inscrit son activité dans le respect sourcilleux, et j'insiste sur l'adjectif, de la charte législative des soins palliatifs et des lois de 1999, 2002, 2005 et 2008, rendues applicables ici, en partie pour certaines, en totalité pour d'autres. Depuis 2001, la QVP s'enrichit du travail qu'elle mène pour mieux connaître et comprendre les représentations du monde, de la mort, de la vie, de la maladie, de la santé, pour les communautés et les religions présentes dans le pays, dont au premier chef, bien sûr, le peuple kanak. Depuis 2001, elle bénéficie dans sa mission peu connue, mais aujourd'hui mieux reçue de la part des professionnels de santé et sans doute mieux perçue des pouvoirs publics, de son affiliation à l'Union nationale des associations pour l'accompagnement et les soins palliatifs, union constituée à partir de la SFAP, dont vous parlait à l'instant le docteur Barbe, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, comme des ouvertures qu'elle s'autorise aussi vers d'autres mouvements. Je pense à Jalmav, Jusqu'à la mort, accompagner la vie, à la Ligue contre le cancer, à France Alzheimer et d'autres encore. Ces précisions données, je développerai 3 points. Premier point, les bouleversements entraînés par une maladie grave, annonciatrice d'une fin de vie, tant du point de vue de la personne directement concernée que de ses proches, la rencontre avec les possibles accompagnants de la QVP, et je pense que vous êtes tous des possibles accompagnants de la QVP, les exigences appliquées dans le recrutement, puis dans le suivi des accompagnements. Évoquer en écho à la présentation du docteur Barbe la difficile situation des aidants familiaux et souligner l'appui que vous qui êtes venus nous écouter ce soir peuvent apporter sera ma conclusion. Tout d'abord, les bouleversements prévisibles si une fin de vie est envisagée. Soins palliatifs ne signifie pas toujours mort certaine à échéance plus ou moins rapprochée, mais la famille, les amis, les proches, le patient tirent généralement cette conclusion. La place, le rôle de l'entourage familial vont changer, surtout si de longues périodes d'hospitalisation interviennent. C'est un enfant qui, du jour au lendemain, va devoir suppléer sa mère hospitalisée dans l'organisation matérielle du quotidien. C'est un étudiant qui renonce à ses études pour remplacer son père chef d'entreprise. C'est un fils cadet qui va être désigné pour assister à un ancien du clan dans les actes de la vie quotidienne que celui-ci ne peut plus accomplir seul. C'est une nièce qui va voir ses résultats décliner avec le surinvestissement qu'elle donne à la maison pour prendre en charge un jeune frère ou une petite sœur. Ensuite, les relations affectives vont être modifiées. Même entouré, le malade va être envahi par une sensation d'isolement, de solitude et d'abandon. Il doit renoncer à ses projets, il doit empiler les deuils successifs, le deuil de ce qu'il était, le deuil de son autonomie, le deuil de ses certitudes et parfois même de ses convictions mises à mal dans une réalité nouvelle. Le proche le plus proche, le conjoint, le fils, la fille, l'ami d'une vie, va sans doute faire face à la culpabilité éprouvante de n'en faire jamais assez, aux reproches sourds qu'il imagine dans l'esprit d'autres proches et parfois à la colère soudaine, vécue comme injuste, du patient lui-même. Les sentiments du patient pour ses proches et vice-versa sont affectés. Les chocs émotionnels multiples sont en cause. Un proche ne se sentira pas autorisé à dire à qui que ce soit, et a fortiori au patient, qu'il a été blessé d'avoir été envoyé sur les roses par son père ou par son conjoint. On se détourne de la personne qui accompagne le patient en fin de vie, soit qu'on juge mal ce qui est fait, soit que certains ne trouvent plus leur place dans la recomposition que la maladie et l'accompagnement familial entraînent. Adolescents fuyant le foyer, frustration du conjoint s'expliquent ainsi. Enfin,
Quand c'est un enfant qui est gravement malade, alors là, l'attention des adultes concentrée sur lui fait défaut aux autres enfants. Je ne parle pas, bien sûr, de l'étape suivante, le deuil si difficile à faire de la part du frère ou de la sœur qui survivra. Songez à ce témoignage bouleversant laissé dans un livre récent par la sœur de l'enfant décédé d'un chanteur très connu, où la culpabilité, le ressentiment à l'encontre des parents, l'amertume et la rancœur sont sous-jacents 25 ans après. Quand la maladie incurable frappe, elle prend l'entourage par surprise davantage que le patient lui-même. L'épuisement gagnera les plus investis dans l'accompagnement et des aspirations contradictoires vont les ronger de l'intérieur. Souhait d'en finir, culpabilité d'une telle pensée, frustration de voir sa vie enchaînée à des péripéties peu prévisibles et à une échéance dont la date est impossible à fixer. Les difficultés seront d'autant plus marquées que le non-dit ne permet aucun apaisement et complique tout. Le patient veut ménager ses proches, parfois il préfère exprimer sa souffrance, ses craintes, ses désillusions, et il va, bien involontairement, aggraver l'insoutenable expectative et ce régime qui s'installe pour ses proches aussi de la douche écossaise. Quant au malade qui revient au domicile après des mois de traitement en milieu hospitalier, va-t-il retrouver sa place dans le cercle familial? Oui, sans doute, mais au prix de transactions douloureuses pour lui et ses proches, a fortiori quand ces derniers ont anticipé un deuil qui finalement sera différé. Les milliers d'aidants familiaux désintéressés, bénévoles un peu malgré eux, qui œuvrent auprès d'un proche en souffrance en Nouvelle-Calédonie, sont non seulement méconnus, mais aussi silencieux. Et cela malgré le travail colossal et avisé, notamment des comités communaux d'action sociale et des autres services sociaux. Constats implacables et effets affligeants s'additionnent. L'injustice de leur situation laisse ouvert un vaste champ d'intervention politique pour ajouter de la solidarité dans un domaine où l'inégalité impose sa loi. Je vous rappelle que 9 aidants sur 10 sont des femmes. Et puis de ce salarié qui va obtenir un aménagement de service, voire en métropole un congé pour accompagner un proche en fin de vie, on déplorera bien sûr une moindre application au travail, peut-être même lui refusera-t-on une promotion. Un passage du rapport de la mission interministérielle sur l'adaptation de la société au vieillissement de la population nous interpelle. Je cite : « Certains aidants se tuent à la tâche, au propre et au figuré, et il n'est désormais plus rare de voir des aidants disparaître avant même la personne aidée. » Comment la QVP, maintenant, j'en viens à d'autres questions plus subjectives du point de vue de notre association. Alors si j'ai mis toutes ces diapos et les petites phrases, c'est uniquement pour vous dire que ce que nous faisons, c'est essayer d'apporter de la vie jusqu'au bout, rien de plus. Et ce n'est pas véritablement des illustrations thématiques. Comment la QVP rencontre-t-elle ses futurs accompagnants bénévoles ? Comme bien évidemment nous avons envie de vous donner envie de devenir accompagnant bénévole, je vais vous l'expliquer rapidement. Comme les autres associations d'accompagnement et de soins palliatifs, et avec en plus une particularité que j'évoquerai. De temps à autre, nous allons vers les médias, assez rarement, il est vrai, peut-être un peu plus souvent aujourd'hui que par le passé, et pour 3 raisons. D'abord parce que l'intérêt public fait mouvement vers la cause que nous portons de toute notre force de conviction. Ensuite parce que des mesures récentes, en particulier la création de l'EMASP au CHP bien entendu, ont été prises. Enfin parce que l'actualité, voire le débat en cours sur la fin de vie ou les débats locaux, je pense à l'intérêt manifesté l'année dernière par le Comité économique et social lorsque la présidente de la Commission santé, qui est avec nous ce soir, présidait la QVP, et bien voilà une initiative qui, bien sûr, oriente un ray de lumière vers l'activité bénévole que nous promouvons. Et puis, 1 ou 2 fois l'an, nous faisons appel aux personnes susceptibles d'accompagner. Nul ne devient bénévole accompagnant auprès de personnes en souffrance et possiblement en fin de vie, par hasard. Viennent à l'accompagnement les personnes chez qui existe cette humilité qui facilite la rencontre et qui accepteront de partager une réflexion sur leur pratique.
Viennent à l'accompagnement ces personnes qui sont susceptibles de se mettre totalement à l'écoute d'une personne sans préjugés. Viennent à l'accompagnement celles qui voudront toujours capter le désir dans le silence ou la parole du patient avec un geste ou seulement quelquefois un regard. Viennent à l'accompagnement ceux qui saisissent d'emblée que ce bénévolat engage l'être tout entier, qu'il suppose un travail sur soi, une exigence dans l'introspection, un état d'esprit portant au développement personnel et qu'il écarte la compassion fusionnelle. Ne viennent pas à cet accompagnement, et s'ils y viennent, ils n'y parviennent pas et ils nous quittent vite, les personnes dont l'ego démesuré et les préjugés les inclinent à prétendre tout connaître d'un être, de son tissu relationnel et social, du monde dans lequel il évolue, ou qui les amènent à constamment interpréter des situations et des liens envers autrui. N'y viennent pas les personnes qui sont portées à croire qu'elles comprennent d'emblée les rapports que cet être souffrant entretient avec sa maladie et ses proches, et qui lui exprime en général une condescendance apitoyée qui n'est guère de saison. Les exigences que nous posons aux candidats au bénévolat d'accompagnement, je vais vous en parler maintenant. D'abord, nous les invitons à rencontrer en entretien, je le déroule dans le temps, 2 membres du bureau pour exprimer et expliciter leurs souhaits. Ensuite, nous appelons leur attention sur les conséquences de l'engagement envisagé en termes de régularité dans les interventions, d'attitude laïque et de confidentialité. Nous l'invitons aussi, ces personnes, à valider l'existence de prérequis, en quelque sorte, que nous exposons. Les motivations, le parcours, les valeurs qui structurent la personnalité, l'histoire de la personne sont des points auxquels nous sommes attentifs, bien sûr, comme au temps et au rythme qui pourra être raisonnablement réservé pour l'activité d'accompagnement bénévole. Cette étape franchie, nous proposons un 2e entretien auquel un psychologue de métier prend une part décisive, car il s'agit alors d'une part de valider des dispositions personnelles d'attention, d'écoute, d'intégration dans un groupe, d'intériorisation de règles, mais aussi des qualités de discrétion et d'humilité, entre autres. Et puis aussi de relever d'éventuelles difficultés à la pratique d'accompagnement de fin de vie, car sans même parler de deuil impossible, les traces de deuil non abouties en font partie, de même qu'une autonomie personnelle susceptible d'être entravée de manière habituelle, quelle que soit la raison, pratique, matérielle ou psychologique. Et puis nous cherchons aussi à identifier de possibles incompatibilités, c'est très rare, mais ça peut se présenter, dépression sévère, forme de morbidité, motivation confuse, côté illuminé, comportement agressif, j'en passe. Je déroule à nouveau. Saisie du rapport oral, le bureau de l'association décide de la suite et en cas de problème, nous cherchons la faille d'abord chez nous, dans l'association, dans les structures de l'association. Dans la pratique, nous allons ensuite proposer un viatique minimal de formation sur 2 week-ends. Le premier est fait d'informations et d'apports sur l'histoire des soins palliatifs et de l'accompagnement bénévole. Et donc nous allons être amenés à parler un petit peu de l'historique de l'Union nationale, du mouvement Jalmave, qui est un des autres principaux mouvements d'accompagnement et de soins palliatifs, de la QVP, bien sûr, des notions juridiques qui éclaircissent les compétences concernées, exercées par la Nouvelle-Calédonie et qui sont un petit peu distinctes par rapport à la France, par exemple, même si beaucoup de choses sont très proches, des apports sur le deuil, la souffrance, la perte d'autonomie, etc. Également sur les conventions que nous signons entre les établissements où nous nous rendons et l'association, et les modalités précises de nos interventions. Nous alternons témoignages, interventions théoriques, exposés, débats. Nous mettons surtout l'accent, et c'est le plus que nous avons peut-être un petit peu par rapport aux ASP en métropole, nous mettons beaucoup l'accent sur la connaissance des cultures et des religions présentes en Nouvelle-Calédonie, sur les représentations diverses du monde, selon que le patient accompagné est kanak, polynésien, wallisien, javanais, vietnamien, européen, antillais. Le second week-end, quelques semaines plus tard, est en partie délégué à un psychologue professionnel et il porte précisément sur la relation d'aide et d'écoute. Les apports théoriques peuvent porter sur l'approche, par exemple, de la psychologie centrée sur la personne, de Rogers, mais on évite toujours ces techniques qui servent un objectif que nous aurions conçu pour le patient. Nous n'avons pas d'objectif pour le patient, si ce n'est que de l'aider à rester dans la vie jusqu'au bout. Seule l'attention et le regard que nous lui portons, notre écoute,
son désir et la présence bienveillante et empathique résument nos objectifs à 100 lieues justement d'un projet. Et donc nous n'avons pas besoin de stratégie psycho-chose pour donner en quelque sorte à nos accompagnants. C'est une rencontre authentique que nous voulons. Lors de l'un et l'autre week-end, des membres du bureau sont présents et s'attachent à conforter les appréciations antérieures et parfois à les infirmer. Il ne s'agit évidemment pas de juger qui que ce soit, mais d'établir un pronostic raisonné en accord avec la personne, en dialogue avec la personne, sur les probabilités de réussite de la mission susceptible d'être confiée au candidat à l'accompagnement bénévole. Après quelques années d'accompagnement, il faut le savoir, s'accorder une période de respiration s'avère en général nécessaire et le candidat est aussi invité à réfléchir à cet aspect-là à l'avance. Que se passe-t-il une fois que les personnes ont été sélectionnées ? Les accompagnants bénévoles sélectionnés vont s'engager par leur signature à intervenir dans le respect de la charte de l'accompagnement et des soins palliatifs. Cela inclut le temps mobilisable pour les accompagnements et la fréquence en général hebdomadaire, le badge identifiant de la QVP et des interventions dans les seuls établissements ayant signé une convention avec l'association, et en outre, ce n'est pas une obligation, mais nous le faisons dans les seuls services qui nous sollicitent, ou dans lesquels l'EMAS peut nous solliciter. Des interventions auprès des seuls patients désignés par le chef de service ou le cadre de santé, et dans le respect des indications, bien évidemment, de la coordinatrice ou d'un membre aguerri, bénévole accompagnant de la QVP. Ensuite, nous exigeons une réponse favorable du patient à la demande adressée au patient d'entrer dans sa chambre. Je rappelle qu'une chambre est par définition un domicile, et c'était déjà dans la réglementation, mais il y a eu un arrêt du Conseil d'État en 83 ou 84, je ne sais plus, 85, qui a été très connu puisque c'est l'arrêt Chantal Nobel. Chantal Nobel, c'était cette actrice qui avait eu un très grave accident de voiture avec Sacha Distel. Et les journalistes, évidemment, se rendaient régulièrement dans sa chambre et la famille a porté plainte. Et l'arrêt du Conseil d'État a confirmé que une chambre était un domicile. Une chambre même d'hôpital était un domicile. Donc une réponse favorable à la demande adressée au patient d'entrer dans sa chambre, le renseignement du cahier des transmissions, l'absence de toute intervention dans les soins. Nous sommes dans le care et non pas dans le cure, pour reprendre l'expression de Chantal tout à l'heure. L'engagement de contacter la coordinatrice de l'association en cas de difficulté, ne serait-ce que pour se garder d'une initiative intempestive. La participation au staff, si la proposition est faite, bien évidemment. La participation régulière, en général mensuelle, au groupe de parole, animé par le psychologue professionnel indépendant de l'association, nous le rémunérons, et au moins au début, une intervention en binôme avec un accompagnant expérimenté. Dans la pratique, souplesse, discrétion, ténacité et rigueur sont attendus. Le progrès dans l'accompagnement ressenti par le bénévole d'une fois sur l'autre doit être validé au-delà de ses seules références intériorisées, mais c'est la souplesse dont il saura faire preuve qui lui permet de s'adapter à chaque patient, de donner sans attendre de retour, de mieux se connaître lui-même et de se laisser transformer par la rencontre. À propos de ténacité, l'assiduité aux séances du groupe de parole ne souffre pas débat, car elle favorise le débriefing de tous après des accompagnements qui parfois sont difficiles, par ce partage confidentiel qui rompt l'isolement de chacun, aide à évacuer et recharger les batteries, aide le bénévole à percevoir mieux sa manière d'accompagner et à l'améliorer, et facilite l'intégration de chacun dans le groupe des accompagnants bénévoles. Ce partage permet aussi de mieux calibrer l'accompagnement en fonction de chacun des patients et des spécificités du service, car vous pouvez l'imaginer, on n'accompagne pas tout à fait de la même manière aux urgences et en pneumologie ou en gastro. À propos de rigueur, une absolue discrétion quant au travail des personnels et une discipline sans faille à leur égard, écartant en particulier toute velléité d'intervenir sur leur terrain, sont impératives. C'est un moyen sûr de ne pas laisser s'instaurer une absurde rivalité entre des professionnels souvent harassés par les multiples initiatives qu'ils doivent prendre et les observances auxquelles ils sont astreints, et des bénévoles qui peuvent être
peuvent être vus comme disposant du temps qui leur manque à eux pour tisser davantage de liens. Si le bénévole se garde de toute posture non humble, si rien dans son comportement ne suscite une recherche d'autonomie par rapport au service, si rien non plus ne provoque une sorte de compétition, si nos bénévoles suscitent le désir d'une collaboration étroite par leur aptitude à développer des liens avec les soignants, si les capacités d'attention, de présence et d'écoute sont reconnues des soignants, si du côté du service on est attentif à ménager des échanges, si une attention particulière est portée sur les moments d'aggravation de l'état des patients les plus vulnérables, si l'éthique de la QVP est bien comprise et ressentie dans son authenticité, si les bénévoles confrontés à l'anxiété maximale de patients en phase terminale sont associés aux échanges qui les concernent sans confusion des fonctions des uns et des autres et en ayant bien conscience que ce n'est pas une tâche facile pour les soignants, alors chacun peut prendre conscience de l'enjeu profondément citoyen de l'accompagnement. Les femmes et les hommes, surtout les femmes assurément majoritaires, qui connaissent leurs limites et savent évaluer leurs capacités, peuvent pratiquer un accompagnement qui relève de l'être et du savoir-être, qui impose apprentissage, travail sur soi et suppose ces qualités humaines précieuses de ténacité, d'humilité, de discrétion. Je n'ai pratiquement pas parlé des aidants familiaux. De plus, nous, comme association, il y en a qui le font, mais nous ne le faisons pas. Nous, à QVP, n'allons pas à domicile. Nous l'avons envisagé plusieurs fois en 13 ans, mais à tort et plus probablement à raison, nous avons différé ce projet car accompagner à domicile est complexe, plus encore qu'en institution, où, j'ai envie de dire, la sauvegarde des soignants et des équipes sur place n'est pas là pour garantir toute absence de dérive. Aucun patient n'est réductible à sa maladie. Chacun a besoin de sentir la vie qui va jusqu'au dernier moment. La parole qui circule, le regard qui se pose prennent une autre dimension quand le patient reste entouré des siens jusqu'au bout. Jamais, je dis bien jamais, nous ne nous substituerons aux familles et aux proches. Et si nous donnons cette impression parfois, c'est assurément plus le signe que la société elle-même est malade, des injustices qu'elle génère, des discriminations qu'elle induit et des ruptures qu'elle provoque. Il n'y a pas de voie royale pour accompagner. Chaque patient est unique. Chaque accompagnement est unique et différent. Chaque accompagnant cale petit à petit sa propre méthode. La plupart des personnes sauraient accompagner comme il y a 50 ou 60 ans, chacun le faisait pour ses proches. Et du reste, ici en Océanie en particulier, la pratique familiale de l'accompagnement reste répandue. Pour nombre de Kanaks ou de Wallisiens, laisser partir l'un des siens sans que ses proches ne l'entourent jusqu'au bout est d'ailleurs aujourd'hui encore inimaginable. C'est pourquoi je vous invite à parler autour de vous de notre association, à mémoriser son numéro d'appel téléphonique, il est très simple à retenir, 753 357, ainsi que sa nouvelle adresse, 2 rue Février des Pointes à la Vallée du Tir. La mort est le destin de chacun, nous en ignorons tout, les accompagnants bénévoles comme les soignants comme les autres, et nous entendons seulement aider celui qui s'en approche à vivre jusqu'à la fin une vie où le désir et la fin de vie demeurent. Les besoins sont grands, les accompagnements font grandir par la rencontre. Pour l'association que nous portons à quelques-uns depuis un certain temps, depuis 13 ans en fait pour les plus anciens, là est notre pratique citoyenne. De nombreux bénévoles accompagnants manquent et aussi des bénévoles administratifs. Alors si auprès de vous des personnes se montrent réceptives, communiquez-leur ce numéro si facile à retenir, 753 357. Notre bénévolat d'accompagnement ne concerne certes qu'une petite quinzaine de nos adhérents, un petit tiers, un gros tiers. Il est strictement inscrit et cadré par la loi, c'est l'article du Code de la santé publique 1110-11. C'est d'ailleurs le seul et unique bénévolat qui est cadré par la loi en dehors de la loi sur les associations. Et la QVP reste la seule association légalement homologuée à ce titre. Ce bénévolat n'est pas là pour soigner, mais pour prendre soin. Il ne guérit personne, il n'a pas l'absurde prétention de guérir une société où l'inégalité et le rejet sont fréquents, où l'isolement dans la foule est monnaie courante. Alors, je termine en vous disant que le 11 octobre, je pense que le docteur Barbe voulait le dire tout à l'heure, mais je le dis à sa place parce que j'ai remarqué qu'elle a oublié de le dire. Le 11 octobre, nous célébrerons ensemble les MASP,
Et la QVP, la Journée mondiale des soins palliatifs de l'ONU, ça sera au kiosque à musique toute la matinée. Alors venez nombreux, nous pourrons continuer la discussion après le débat que nous allons avoir tout de suite. Les soins palliatifs, l'accompagnement, c'est la vie sociale, la vie tout court. Il faut oser en parler, il faut oser s'y préparer, il faut oser le pratiquer en gardant les yeux grands ouverts sur la vie. Voilà, je voudrais dire que pour certaines de nos accompagnantes et certains de nos accompagnants, il n'y a pas beaucoup d'hommes malheureusement, l'accompagnement, ça donne aussi du bonheur, comme disait Chantal pour les soignants. Voilà, je vous laisse.